Depuis 2011, les sargasses envahissent les côtes antillaises et provoquent de nombreux désagréments. Outre l'odeur inconfortable qu'elles dégagent, elles défigurent les paysages de cartes postales et chamboulent la vie des locaux. Les conséquences économiques sont notables et aucune solution n'a pour le moment été trouvée pour mettre un terme à ces échouements imprévisibles et abondants. Qu'est-ce que ces algues brunes et d'où viennent-elles ? Quelles en sont les conséquences et les dangers ? Quelles mesures ont été prises et quelles sont les solutions à l'étude ? Toutes les réponses dans cette vidéo. Il existe dans le monde plus de 300 espèces d'algues brunes, appelées plus communément sargasses. Si leur cycle de vie se fait généralement fixer sur les fonds marins côtiers, deux d'entre elles, les Sargassum natans et les Sargassum fluitans, constituent de véritables exceptions. Ah oui ? Pourquoi ? Parce qu'elles passent leur vie à flotter à la surface de l'eau et à se laisser porter par le vent et le courant. On parle d'algues holopélagiques. Elles sont maintenues à la surface grâce à des flotteurs, sortes de poches remplies de gaz, les pneumatocytes. Ces sphères leur permettent de rester exposées à la lumière et de réaliser librement leur photosynthèse. Dans des conditions très favorables, elles peuvent se reproduire particulièrement vite et véritablement coloniser la surface de l'eau. C'est pour cette raison que l'on peut régulièrement les observer sous forme de radeaux, pouvant atteindre plusieurs kilomètres et s'adaptant au mouvement de la houle et des courants marins. Plus la couleur est chaude, plus l'amas en question est épais et dense. Ces sargasses sont depuis toujours présentes dans l'Atlantique Nord. Au XVe siècle déjà, Christophe Colomb constata leur accumulation dans une zone située au nord-est des Bermudes et logiquement baptisée la mer des Sargasses. Mais c'est dans le golfe du Mexique, à proximité des côtes américaines, que les sargasses apparaissent. Les courants marins les transportent ensuite autour de la péninsule de Floride, où le Gulf Stream les happe et les entraîne vers le nord, avant qu'elles ne se retrouvent prisonnières du gyre de l'Atlantique Nord, un courant océanique circulaire. Ainsi se forme et évolue la mer des Sargasses, qui s'étend tout de même sur 3 millions de kilomètres carrés. Mais depuis 2011, deux nouvelles accumulations se sont formées. La première, dans le golfe du Mexique, où désormais elles se développent si vite que seule une partie est dirigée vers le gyre de l'Atlantique Nord, donnant lieu à une accumulation continue dans le golfe. La seconde, des côtes de l'Afrique de l'Ouest à celles du Brésil et de l'arc antillais, sur une étendue de plus de 8000 km, il s'agit de la grande ceinture atlantique des Sargasses. Ces immenses superficies constituent des lieux privilégiés pour le développement de la faune marine. Ce sont de véritables nourriceries pour les juvéniles de poissons, les jeunes tortues de mer, les hippocampes, les crevettes et bien d'autres. Les poissons adultes y trouvent de la nourriture en abondance, ce qui attire de plus gros prédateurs. Enfin, les oiseaux de haute mer viennent se sustenter dans les amas d'algues entremêlées. Les sargasses sont donc la base de tout un écosystème. Le problème, c'est que la grande ceinture atlantique des sargasses n'est retenue par aucun gyre permanent. Il existe bien un courant marin tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, mais il cesse entre les mois de janvier et mai chaque année, libérant ainsi les algues vers la zone Caraïbe. Celles-ci se déplacent alors au gré des courants, prolifèrent et s'échouent par tonnes sur les littoraux, ce qui entraîne de nombreuses conséquences. Pour les scientifiques et les personnes directement impactées par le phénomène des sargasses, 2011 est l'année où tout a basculé dans la zone Caraïbe. Une première vague d'échouement d'algues brunes a lieu et marque le début d'une longue série. Depuis, le phénomène se répète de façon plus ou moins massive et aléatoire, au point que l'État s'est saisi du dossier en 2015. En 2018, une biomasse de 20 millions de tonnes colonisait ainsi l'Atlantique tropical et 50 000 tonnes étaient collectées rien qu'en Guadeloupe. 2023 semble bien être une année sargasse. Les Antilles françaises, de par leur position géographique et leurs côtes très découpées, sont particulièrement exposées. Les conséquences de ce phénomène sont nombreuses et considérables.
Si elles ne représentent aucun danger lorsqu'elles sont en mer, les sargasses constituent un véritable risque sanitaire une fois échouées sur les plages, plus particulièrement lorsqu'elles s'entassent sur le sable mouillé. Car c'est là qu'elles entament un processus de putréfaction et que des gaz s'en dégagent. L'ammoniac et l'hydrogène sulfuré posent particulièrement problème. Ils sont tous deux neurotoxiques et peuvent provoquer des irritations oculaires et respiratoires, mais aussi des vertiges, des céphalées et des problèmes cardiaques. Si l'ammoniac dégage une odeur plutôt âcre, l'hydrogène sulfuré répand dans l'atmosphère une odeur nauséabonde semblable à celle d'un œuf pourri. Enfin, outre l'inconfort de se baigner au milieu des algues, ces dernières peuvent causer des démangeaisons cutanées du fait de la présence sur celles-ci de microscopiques animaux urticants, des hydraires. L'arrivée des bancs de sargasses sur les plages provoque là aussi de nombreux désagréments. Une fois échoués, ils empêchent les tortues de mer de venir pondre sur les plages pour y enfouir leurs œufs. Si elles y parviennent, leurs chances de regagner le large sont plus faibles. Également, les ramassages d'algues, bien que nécessaires, menacent les nids de destruction. Les grands radeaux de sargasses eutrophisent les eaux littorales et empêchent la lumière de passer au détriment des poissons de récif, des crustacés, des herbiers marins ou encore des coraux. Ils créent ainsi des zones marines mortes et menacent les écosystèmes en place. D'autre part, une fois échouées sur les plages, ces algues deviennent une sorte de déchet, certes naturel, mais très disgracieux. Certaines municipalités installent des barrages pour les détourner et empêcher les échouages massifs, mais cette solution ne fait que déplacer le problème. Enfin, l'invasion du poisson-lion qui prolifère dangereusement dans les eaux de la Caraïbe semble aussi être liée à l'arrivée des sargasses. Le tourisme, atout majeur des Antilles, est considérablement touché par le phénomène. Les plages paradisiaques des cartes postales se font de plus en plus rares et les autorités sont parfois obligées d'ordonner la fermeture de certaines d'entre elles, les concentrations en sulfure d'hydrogène et en ammoniac devenant excessives. C'est vrai que ça compromet les vacances quand même. De nombreux restaurants de plage et de nombreux hôtels sont directement impactés par cette nuisance. Les pêcheurs voient leur tâche se compliquer, tant les ports peuvent être obstrués ou la navigation compliquée pour éviter les bancs de sargasses en dérive. Les émanations de sulfure d'hydrogène et d'ammoniac s'avèrent très corrosives et détériorent les équipements électroniques des bateaux, mais aussi les climatiseurs et l'électroménager. Leur remplacement représente des frais non négligeables pour les populations locales, très hétérogènes. Enfin, les communes voient le coût du nettoyage des plages s'envoler. Elles y consacrent une grosse partie de leur budget. Une journée de collecte via des prestataires privés pouvant atteindre 5 000 €, beaucoup se retrouvent démunis et crient au manque de moyens. Ce changement environnemental fragilise donc l'arc antillais et sa population. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer l'origine de cette prolifération de sargasses. Tout d'abord, la forte régression des lambis du fait de leur surpêche et possiblement de l'antifouling et du chlordécone. Cette espèce de gros escargot marin dont les Antillais sont friands, tant pour sa conque que pour sa bonne chair, est un herbivore qui raffole des sargasses. Alors forcément, si sa population diminue au point d'en contrôler la pêche, il y a des conséquences. Mais les lambis n'ont pas un estomac extensible, donc cette hypothèse à elle seule ne peut expliquer le développement rapide des algues brunes. Autre théorie, une modification entre 2009 et 2010 de la circulation océanique dans l'Atlantique Nord, associée à des vents exceptionnellement forts, qui auraient fait dériver les algues brunes de la mer des Sargasses, plus au sud vers les côtes du Brésil, voire d'Afrique. Ce phénomène a très probablement joué sur le déplacement des sargasses vers des zones riches en nutriments, favorables à leur prolifération. Et depuis, c'est de cette étendue ambrée, la ceinture des sargasses, qu'elles proviennent. Pourtant, à l'origine, cette zone de l'Atlantique est oligotrope. Et les chercheurs sont unanimes, si les sargasses s'y développent, c'est parce qu'elles y trouvent largement leur compte en nutriments. De grandes théories pourraient alors en expliquer les concentrations. Les brumes de sable provenant du Sahara, qui sont riches en fer et en phosphate, et l'enrichissement en nutriments aux embouchures des fleuves Amazone, Orénoque et Congo, dans l'Atlantique tropical, résultat d'une agriculture intensive et d'un important lessivage des sols dans ces zones géographiques. Mais ce serait de notre faute alors ? Au vu des données récoltées via des images satellites, les scientifiques tempèrent néanmoins l'impact de la déforestation en Amazonie et au Congo et celui de la destruction massive de la mangrove d'Amérique latine. Oui,
ces phénomènes ont contribué à l'apport de nutriments dans l'épanage des fleuves et ont ainsi favorisé la création d'un environnement propice à la prolifération de ces algues. Néanmoins, les mesures effectuées démontrent que la variabilité de ces apports n'est pas corrélée avec l'évolution variable des sargasses. Bien que la main de l'homme n'y soit pas étrangère, d'autres phénomènes sont donc à prendre en compte. Par exemple, les remontées d'eau riches en éléments nutritifs qui se produisent naturellement depuis les profondeurs de l'océan jusqu'à sa surface le long des côtes d'Afrique occidentale, ou encore l'augmentation de la température de surface de l'océan. Rien ne laisse penser que l'afflux massif de sargasses ne s'arrête de sitôt. Aussi, plutôt que de les voir comme une pollution récurrente, il serait préférable de leur trouver une ou plusieurs utilités afin de les transformer en véritables aubaines. L'utilisation des algues n'est pas répandue dans la culture antillaise. Aussi, quel que soit le domaine dans lequel ces sargasses pourraient être employées, tout reste à faire, de la recherche à la commercialisation. À l'heure actuelle, on peut dire que la quasi-totalité des algues brunes ramassées, lorsqu'elles le sont stockées sur des sites impactant le moins possible la population. Mais compte tenu des quantités importantes s'échouant chaque année, ces sites sont proches de la saturation et il devient primordial de trouver un moyen de les valoriser afin de les transformer en une abondante ressource naturelle. De nombreuses pistes sont à l'étude. Les sargasses, à l'image d'autres algues plus communes, pourraient être utilisées dans l'élevage des animaux en guise de complément alimentaire, mais aussi dans les cultures, afin d'améliorer les propriétés des sols et éloigner certains nuisibles. Cependant, leur teneur en sel est importante et elles contiennent des métaux lourds, plus particulièrement de l'arsenic. Les risques de contamination de la chaîne alimentaire et celui d'endommager les sols sont réels et hautement problématiques. Les sargasses intéressent de près les industries bioénergétiques pour la production de biocarburants et de biogaz. Elles ont l'avantage de ne pas être en concurrence avec l'agriculture puisqu'elles se développent loin des terres cultivables et une telle exploitation constituerait un cycle écologique vertueux. D'une biomasse naturelle, on produirait des carburants durables et neutres en carbone. Problème, le coût élevé des traitements en amont qui nécessitent des équipements spécifiques afin de les nettoyer du sable et du sel qu'elles contiennent, et une fois de plus, la présence de métaux lourds qui pourraient interférer dans le processus de transformation. Contrairement aux matières premières permettant la fabrication des bioplastiques, les sargasses nous arrivent directement de l'océan. Pas besoin de les faire pousser. De plus, si les plastiques à base de pétrole peuvent mettre jusqu'à 1000 ans pour se dégrader, ceux à base d'algues nécessitent moins de temps et ont l'avantage d'être recyclables. De nombreuses entreprises dans la région caribéenne expérimentent donc la fabrication de bioplastiques à partir de sargasses. L'objectif est écologique, mais c'est aussi une potentielle manne économique. L'industrie des bioplastiques est en plein essor et pèse plusieurs milliards de dollars. Problème, cette filière demande de gros investissements pour obtenir les équipements adaptés au traitement des sargasses. À nouveau, leur teneur en métaux lourds obligerait à ajouter un revêtement protecteur pour les bioplastiques à usage alimentaire. Les sargasses constituent un excellent biomatériau adapté à la conversion en charbon actif. Or, le charbon actif peut s'utiliser dans le traitement des sols contaminés. Et dans les Antilles, la pollution des sols est un problème de taille depuis l'emploi dans les années 70 de la chlordécone, un pesticide aujourd'hui interdit qui fut utilisé pour lutter contre le charançon du bananier. Il s'agit d'un composant toxique rémanent qui pollue donc les sols et s'accumule dans la chaîne alimentaire. Cette molécule se retrouve aujourd'hui chez la quasi-totalité de la population antillaise et a un impact avéré sur la santé. Selon les études scientifiques déjà établies, les sargasses ont un fort pouvoir d'absorption une fois réduites en charbon actif et répandues sur les sols. L'idée serait donc de développer une filière employant cette biomasse gratuite et abondante pour la dépollution des sols, mais aussi à plus long terme pour la dépollution des eaux. Les études sont sérieuses et valoriseraient grandement les sargasses puisque le marché du charbon actif est estimé à plusieurs milliards de dollars américains. Néanmoins, la teneur des algues brunes en métaux lourds est encore une fois un facteur limitant. Pour y remédier, il faudrait donc ramasser les fameuses algues en haute mer, afin que la concentration en polluants soit la plus faible possible, et mettre en place un système de décontamination avant toute transformation en charbon actif. Petit bémol tout de même, les subventions ne sont pas à la hauteur des investissements nécessaires au développement de cette filière. Les idées pour valoriser les sargasses ne manquent pas. D'autres projets sont à l'étude et constituent des pistes sérieuses.
Mais de façon récurrente, la question de la teneur en métaux lourds, de la forte salinité et des coûts conséquents d'expérimentation et de production revient dans les différents domaines. Bien que de nombreux projets soient prometteurs, la saisonnalité des sargasses freine les entreprises à investir et à développer les chaînes industrielles adéquates. Au-delà du perfectionnement de la méthode de collecte, c'est la capacité à prévoir leurs échouements et à les stocker qui assurera la pérennité des projets de valorisation de ces algues brunes. Cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et pour me suivre, clique juste là. À bientôt. Ciao!